Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette table ronde dans le cadre de la journée de la sécurité IT et une table ronde qui est faite en partenariat avec les Assises de la cybersécurité. Je suis Florence Puybarreau, directrice des contenus et de la communication des Assises de la cybersécurité. Alors cette table ronde qui se trouve dans le cadre du thème du poste de travail, on l'a intitulé cybersécurité, n'oublions pas les fondamentaux. Face à la complexité, formation et bonnes pratiques restent essentielles. Alors pourquoi les fondamentaux? Parce que cette année, les Assises de la cybersécurité auront comme baseline Back to Fundamentals. C'est-à-dire qu'en effet, la cybersécurité est de plus en plus complexe, étendue, et le champ d'intervention des outils, des personnes qui font de la cybersécurité est de plus en plus large. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux, même et surtout pour sécuriser le poste de travail. Alors pour débattre de ce sujet qui est assez riche, deux intervenants aujourd'hui. Michel Cazenave, qui est RSSI de PwC France et Maghreb et qui est président de CIXA. CIXA. Tu viendras nous dire deux mots de cette association. Et Gilles Castéran, expert cyber, membre du comité de pilotage de Finaki. Finaki est aussi un événement dédié au numérique et également à la cybersécurité, donc avec différents échanges. Bonjour Gilles et bonjour Michel. Je suis très heureuse de vous avoir pour cette table ronde. Comme je disais, Michel, peut-être quelques mots sur ton association que tu as fondée il y a maintenant quoi, 2 ans, 3 ans? 3 ans. 3 ans maintenant que nous avons lancé cette initiative de coopération et de collaboration entre entreprises sur le cyber avec des aspects opérationnels plus indicateurs de sécurité, de cyberattaque, analyse de la menace, tactique également, les bonnes recettes qu'on partage entre CISO et les équipes des CISO. Et après derrière stratégique, alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, que les éditeurs font mieux que nous pour l'instant, mais on fait des progrès pour essayer d'avoir une analyse de la menace plus sur du long terme pour pouvoir présenter à des COMEX ou à des boards. Voilà, donc c'est une association qui est riche de son savoir-faire déjà, après 3 ans d'expérience et que nous développons en continu. Très bien, et puis on est très très heureux qu'il y ait de plus en plus d'associations dans le monde de la cybersécurité parce que de toute façon c'est aussi le partage et l'échange qui permet de mieux lutter, de mieux comprendre peut-être. Alors, pour commencer sur notre sujet, donc on va avoir plusieurs thématiques. Quand on pense poste de travail, il faut, c'est un ensemble. D'abord, peut-être définir ce qu'est le poste de travail, si on veut commencer par là, Gilles. Oui, alors le poste de travail, on peut le voir comme un composant global d'une chaîne de valeur complète. On a tendance aujourd'hui à vouloir sécuriser de façon adaptative. Ça veut dire qu'on va se focaliser. La sécurité, c'est globalement protéger les données. Donc l'intégrité, la véracité des données, évidemment la disponibilité et la confidentialité. Donc se pose la question de la criticité des données et comment on y accède. Et pour voir comment on y accède, c'est le contexte d'accès. Alors là, on va se focaliser, puisqu'on parle du poste de travail, sur l'humain qui accède aux données. Mais néanmoins, dans la réalité, il y a différentes façons d'accéder aux données. Des applications peuvent également y accéder. Alors sur le contexte, donc c'est le binôme en fait entre l'identité de la personne qui y accède et dans quel contexte, c'est-à-dire avec quel poste de travail, quel terminal. Et c'est finalement ce duo qui fait qu'on va mettre plus ou moins de barrières de sécurité. Donc le triptyque, c'est les données, la criticité des données, le poste de travail pour quand on y accède et qui y accède. On peut le faire dans le CED, qui accède, avec quel poste de travail, et également pour atteindre quelles données. Donc ça, c'est ça, me semble-t-il, le vrai sujet. Et l'enjeu, c'est de mettre des barrières de sécurité qui sont au regard de ce risque qu'on prend. Donc le sujet du poste de travail, c'est un élément critique de cette chaîne, de ce triptyque. De ce triptyque, alors on détaillera pour chaque élément justement. Alors le poste de travail, il faut le protéger, tu as parlé des données, mais contre qui il faut défendre ou protéger le poste de travail? Quels sont, si ce n'est les risques, mais les agresseurs au sens large du terme? Alors les agresseurs sont
extrêmement nombreux en type, en forme. Notamment, on entend régulièrement dans la presse parler de hackers, de ransomware, qui est un premier niveau d'agression. Mais il y a des niveaux d'agression bien plus basiques, le vol du poste de travail, qui est aussi une manière d'agresser les choses. Dans tous les cas de figure, en fait, les réponses sont variées, sont technologiques, sont organisationnelles pour que le poste de travail, son contenu, l'intégrité, la confidentialité que ça représente, le vecteur qu'il représente vers le système de l'entreprise soit protégé. Et donc à chaque fois, il y a une réaction appropriée, soit préventive, soit curative quand il y a eu ransomware ou vol. Donc dans un cas, on supprime l'accès au réseau de l'entreprise. Dans l'autre cas, on a des réponses plutôt en mode réaction de crise pour soit le poste de travail, soit plus largement le réseau de l'entreprise qui a pu être impacté. Donc on a de la prévention, on a malheureusement aussi de la réaction, parce que une fois que l'agression est là, mais il y a également, on se défend contre l'extérieur, on se protège par rapport à l'interne aussi. On en revient un petit peu à l'aspect humain également. Voilà, donc globalement, alors pour reprendre la menace, en fait, ce qu'on peut constater, on le voit partout, c'est qu'elle est quand même de plus en plus sophistiquée. Donc c'est un des points, et sur le poste de travail, on le voit très très bien les attaques. Elle est de plus en plus impactante au sens où, quand on regarde les études, l'impact et le coût de la cybercriminalité ne cesse d'augmenter. Hein, c'est 70% de croissance sur 5 ans. Ça ne fait qu'augmenter. Alors, si c'est plus impactant, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les entreprises ont épousé largement le digital et qu'elles utilisent le digital de façon beaucoup plus globale. Et donc, évidemment, elles sont plus exposées. Et puis ciblées. Donc, les attaques sont de plus en plus évidemment ciblées. Et dans le ciblage, on peut cibler des secteurs d'activité, des acteurs particuliers, notamment ceux qui sont à même, on parlait de ransomware tout à l'heure, ceux qui sont à même de payer plus facilement. Et puis dans le maillon de la chaîne, il y a aussi la négligence ou la malveillance interne. Donc c'est exactement ce que tu évoquais, Florence, où il faut aussi se protéger et aider l'individu à avoir certes les bonnes pratiques et être finalement ce maillon fort. Alors pour la négligence, on voit que la formation est forte. Sur la malveillance, évidemment, il y a un travail sur la culture de l'entreprise, sur la protection d'entreprise, sur la bonne ambiance de l'entreprise qui a un impact très très fort sur ces risques internes. Et on reviendra tout à l'heure aussi, notamment sur un point important qui est la gestion des identités, la gestion des accès, qui est vraiment un des points fondamentaux de cette protection. Et d'ailleurs, on en parlait quand on a préparé, la sécurité du poste de travail, c'est pas de mettre un outil, enfin une série d'outils, c'est aussi de la gestion au quotidien. C'est pas parce qu'on a installé tous les outils qu'il faut, et là aussi on y reviendra avec plein de mots, avec plein d'acronymes, qu'on a fini son travail. C'est vraiment comme je disais, un travail constant, une surveillance constante. C'est tout à fait vrai. Et d'abord, il faut rendre le poste de travail professionnel. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode aléatoire, j'achète un PC à la FNAC, je suis moi-même l'administrateur de mon PC, si je suis bon, le PC est à peu près sécurisé, si je suis mauvais, le PC, c'est n'importe quoi. Donc, on passe d'un PC professionnel. Donc, ça veut dire que on a un professionnel de l'IT ou un professionnel de la sécurité qui va configurer ce poste de travail avec un certain nombre de technologies. Ces technologies, si on prend par exemple la confidentialité, on va parler de chiffrement du disque. Si on prend l'intégrité, on va parler d'antivirus. Si on prend la protection du poste de travail en lui-même, on va parler de firewall, pare-feu, pour essayer de limiter les flux entrants et sortants. Donc ça, c'est vraiment le basique, et on a rendu le poste de travail professionnel parce que c'est un professionnel qui s'en occupe, parce qu'on essaye de faire quelque chose qui est homogène au niveau de l'entreprise, et que du coup, on tend vers l'industrialisation. Et donc, quand on arrive vers des entreprises qui sont plus matures, avec des niveaux de confidentialité plus élevés, soit parce qu'il y a des secrets de fabrication, soit parce que on traite de données de clients extrêmement sensibles, soit parce qu'on traite des données à caractère personnel, à ce moment-là, on arrive dans un niveau d'industrialisation où l'homme au micro qui s'occupe de ces postes de travail ne suffit plus. On a besoin d'une gestion transverse, on a besoin d'outils de management, d'une flotte de devices, par exemple, qui permettent de gérer de manière transverse à la fois les politiques qui sont appliquées sur les postes de travail, les outils et le déploiement de ces outils, les mises à jour au fur et à mesure de l'apparition de vulnérabilité. Donc on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus couvrant, beaucoup plus rassurant, mais qui, après, derrière, est tributaire des vulnérabilités qui peuvent apparaître et qui ne sont pas connues.
Et donc là, c'est là on peut parler d'automatisation aussi de toute cette chaîne de gestion. Tout à fait. Ça fait partie de la qualité des outils de gestion de parc, on va dire, informatique, qui permettent de télécommander à distance, et c'est devenu de plus en plus important, notamment avec le télétravail, qui permettent de commander à distance tout un tas de fonctions du poste de travail. Je dirais pas à l'insu de l'utilisateur, mais au bénéfice de l'utilisateur, de renforcer la protection du firewall, de vérifier que l'antivirus est bien à jour, de vérifier que le parc de logiciels installés est à jour de licence, est à jour et n'a pas de vulnérabilité. Donc d'avoir vraiment une gestion complètement transverse qui permet à l'IT ou à la sécurité, certaines fois c'est confié à l'IT, d'autres fois à la sécurité, d'avoir une image complètement claire du risque qu'il peut avoir sur la partie poste de travail. Le poste de travail étant évidemment le premier vecteur d'accès aux données de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure. Mais justement, est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce que c'est pas très difficile si on prend une grande entreprise comme sont nos auditeurs, d'où proviennent nos auditeurs, on a plusieurs versions déjà des operating systems, plusieurs versions des logiciels. Est-ce que c'est pas un peu idéaliste de penser qu'on peut avoir quand même cette homogénéité ? Alors c'est peut-être idéaliste, mais en tout cas, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut standardiser, en effet, ces postes. Alors, on fait ça. Alors, on les protège. Là, Michel a très partie de la protection du poste. On les protège aussi au regard des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va réduire les vulnérabilités par rapport à l'usage que peut avoir en fonction des profils de personnes qui utilisent. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de standardisation. Alors, la standardisation, elle n'est pas seulement faite pour la sécurité, hein. Elle est faite aussi pour des gains de productivité, la simplification, la gestion de l'obsolescence globalement de l'infrastructure dont fait partie le poste de travail. C'est en effet un sujet important. Alors, la problématique, c'est donc du coup, il faut bien les protéger de façon assez standard. Et puis après, il faut aussi ajouter ce qu'on va attendre, c'est la résilience associée, c'est la capacité à détecter, à analyser et à réagir ou à isoler s'il y a une attaque. Alors, ce qui est compliqué, par contre, sur la cybersécurité, au-delà de la gestion du parc en général, c'est qu'il faut qu'on couvre 100% du parc. La question, c'est qu'on peut, en termes de gestion, considérer qu'on administre bien les 80-20, mais là, en termes de sécurité, il faut qu'on soit sur les fondamentaux, sur l'ensemble du parc. Alors, ce que disait Michel est intéressant parce que les fondamentaux sont évidemment dépendants de ce qu'on souhaite protéger, des données et de la criticité des données. C'est-à-dire que les fondamentaux, pour un cas d'usage particulier, sont peut-être plus faibles que pour d'autres. C'est pour ça que quand on parle de fondamentaux, on n'a pas toujours forcément la même compréhension. C'est, me semble-t-il, de mon point de vue, ce qu'on doit mettre pour protéger et réduire les vulnérabilités du système. Et là, on se focalise que sur les vulnérabilités. Il y a les questions des menaces par ailleurs. Mais là, au regard des vrais cas d'usage et comment je réduis l'accès ou je donne le juste nécessaire de l'accès à travers le poste en fonction des usages et de l'utilisateur qui accède qui a besoin de tel usage. Oui, bien sûr. Une entreprise dans le secteur de la chimie ou de la pharmacie n'aura peut-être pas les mêmes priorités qu'un constructeur automobile et puis ne va peut-être pas gérer de la même façon. Même s'il y a des basiques, il y a des basiques. On a bien compris qu'il faut... Même le chercheur, le financier, l'exploitant. Donc au sein de l'entreprise, on va aussi avoir finalement une démarche qui peut être adaptée en fonction, toujours pareil, du risque, entre qui y accède, comment il y accède et quel type de données, criticité de données il souhaite accéder. C'est tout à fait vrai. On fait généralement de la segmentation entre les différents profils. Ceux qui ont besoin d'un profil élevé, avec des privilèges élevés sur leur poste de travail ou sur toute application ou sur tout système. Ceux qui n'ont pas besoin de ce privilège élevé. Il y a même des outils qui permettent, à partir d'un système tiers sécurisé, de pouvoir sanctuariser ses droits sur la machine et l'utilisateur se connecte sur cette machine-là pour après bénéficier des privilèges élevés avec une surveillance. Donc vraiment les systèmes existent et après derrière sur les fondamentaux, il y a quand même la gestion toute basique des droits d'accès. Droit d'accès aux applications, droit d'accès aux données, en local ou à distance sur des choses partagées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui est pas dans le poste de travail, mais qui est compris dans le profil de l'utilisateur qui est sur le poste de travail. On y reviendra tout à l'heure, parce que ce qui est intéressant aussi dans les droits d'accès, c'est un peu soit les VIP, soit les administrateurs IT, qui ne sont pas forcément les meilleurs élèves. Mais j'y reviendrai après. Ce que je voudrais voir aussi avec toi, Michel, c'est, j'ai appelé ça le kit minimum de survie.
Donc poste de travail, donc on a une flotte de PC, bien sûr, qui est reliée au réseau de l'entreprise, qui est ouvert sur l'extérieur. C'est quoi le kit minimum de survie? Oula, c'est compliqué parce que ça dépend, on l'a dit tout à l'heure, de l'entreprise. Est-ce qu'on a du secret professionnel absolu, comme par exemple chez nous avec des avocats ou des commissaires aux comptes, avec une protection des données de nos clients qui sont une exigence extrême, ou est-ce qu'on a simplement un quotidien d'entreprise avec quelques clients, et donc tout dépend du niveau de confidentialité. Je veux dire qu'on a évoqué tout à l'heure le chiffrement du disque, qui est vraiment un basique. On perd l'ordinateur si le disque est chiffré avec le bon algorithme. Déjà, on a une excellente sécurité, on a perdu du matériel, mais on a un risque très faible sur la perte des données. Après, derrière, il y a l'antivirus, qui est un basique aussi, qui peut être augmenté de ce qu'on appelle un EDR, c'est l'équivalent d'un outil d'incident response sur le poste de travail pour aller intervenir à distance sur le poste de travail, et ça devient de plus en plus nécessaire quand on a aujourd'hui des gens en mobilité, en télétravail. Le télétravail de la période Covid a fait monter en gamme, on va dire, ce genre d'outils. Après, derrière, il y a toute la protection périmétrique du poste de travail ou la protection de la configuration, c'est-à-dire qu'une politique de mot de passe, est-ce que c'est une politique de mot de passe centralisée? Quelle est la force de ces mots de passe? Est-ce qu'en fonction du profil, je me connecte en tant que simple utilisateur sur la machine, ou je suis administrateur d'un système qui est celui de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux mots de passe? Généralement, le deuxième est bien plus fort ou utilise le système de bastion décrit plus haut. Après, derrière, on peut avoir, et quand on arrive à des très hauts niveaux de confidentialité, des outils qui empêchent la fuite de données sur le poste de travail, c'est-à-dire que si l'utilisateur veut faire une bêtise, le système va le prévenir, il ne peut pas envoyer un mail sur un truc personnel, par contre il peut envoyer un mail à un client, et donc on a une gradation, on va dire, des mesures en fonction du contexte de l'entreprise, et c'est là que c'est très difficile de dire c'est un basique. Ça peut être un basique pour moi, pas forcément pour une autre entreprise voisine, ou pour une autre personne dans l'entreprise, d'ailleurs. Dans tous les cas de figure, voilà. Donc, dans tous les cas de figure, si on veut faire bien les choses, il faut un système de gestion centralisé, parce que c'est le seul moyen d'avoir une visibilité sur l'ensemble des postes de travail. Et je m'inscris un petit peu en faux sur le fait du 80-20, parce qu'en fait, il suffit d'un poste de travail mal configuré pour donner un accès à un pirate. Donc vraiment, il faut avoir la totalité. Je disais que quand on fait la gestion, quand on a une vision gestionnaire, on a envie de standardiser et on se suffit du 80-20, alors qu'en termes de cybersécurité, on ne peut pas s'en suffire. Il faut le 100%. Donc je disais, la standardisation, c'est aussi largement utilisé pour réduire les coûts de l'infrastructure, en général, et du poste de travail en particulier. Par contre, en termes de cybersécurité, on ne peut pas s'en suffire, il faut 100%. C'est ça la difficulté du sujet. Et puis alors, il y a un sujet évidemment, moi je trouve qui est bien de plus en plus important, c'est le cycle de vie de la donnée, puisqu'on a bien vu avec la crise sanitaire, le stockage sur le poste de travail, on voit très bien qu'il y a une difficulté qui s'est encore renforcée avec le travail hybride, globalement, et notamment le stockage des données. C'est la question que j'allais te poser, justement, dans la suite de ce que vient de dénoncer... Je n'avais pas tout à fait fini sur les fondamentaux, puisque sur les datas, effectivement, pour l'intégrité, et on l'a vu avec les ransomware, c'est absolument essentiel d'avoir un système de sauvegarde, parce que c'est le système de sauvegarde qui permet de récupérer les données en cas de compromission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel avec l'antivirus et les autres technologies que j'ai. Qui permet de récupérer des données tant qu'à faire de... Voilà. Excuse-moi, intègre. Ce que tu as toujours renforcé, évidemment, c'est la mise à jour de tout, aussi bien outils de sécurité que des applications qui sont dans les fondamentaux des fondamentaux, on va dire. Donc on a compris que le kit, quand même, il est assez important. Et justement, peut-être pour continuer, qu'est-ce qui a changé avec la crise ? Parce que c'est vrai qu'on est tous partis avec notre portable à la maison, où on nous a livré des PC pour ceux qui n'avaient pas de portable. Est-ce que ça a changé la posture des professionnels de la sécurité dans leur administration? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a surtout accéléré beaucoup de choses qui étaient déjà entamées, puisque le télétravail, il y a des entreprises qui étaient déjà dans le télétravail, mais ça a accéléré beaucoup de choses. Et alors, je pense que c'est pas fini, parce que là, en situation de crise, on prend des mesures de crise, mais la question de comment on gère un poste de travail en mode hybride, interne, externe, comment on permet aussi à l'accès ou avoir des use cases, des cas d'usage, où on accède à travers le poste de travail, mais pas que, parce qu'on a aussi accès aux informations à travers
des téléphones, à travers parfois des ordinateurs qui sont personnels, le fait qu'on ne maîtrise pas non plus l'environnement autour du poste de travail, le vol d'un poste de travail, tu l'as cité, aujourd'hui, il peut largement augmenter du fait qu'on fasse beaucoup plus de télétravail. Donc il y a me semble-t-il, d'autres mesures à reprendre, mais qui vont revenir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est quel type de poste de travail, quelle sécurité je mets de façon adaptative en fonction du risque et du contexte. Par exemple, je suis à Singapour, j'ai mon poste de travail qui lui est chargé, j'ai pas de chargeur. Je vais prendre un ordinateur de l'hôtel et je vais vouloir me connecter à l'entreprise. Je vais avoir des barrières de sécurité largement supérieures puisque sur mon poste de travail, on peut enregistrer le poste, on peut enregistrer le browser. Donc il y a une vraie sécurité qui garantit que plus ou moins c'est en tout cas l'identité associée à ça. Là, on va se focaliser que sur l'identité de l'utilisateur et on va rajouter des barrières pour bien authentifier qui y accède. Et puis peut-être qu'il n'aura pas accès à tout. Je conseille qu'il ait accès que à des données qui sont moins critiques que d'habitude. Et voilà, donc il y a tout ça qui va se mettre en place de façon à ce qu'on accède au système d'information des cas d'usage avec le poste de travail ou avec d'autres terminaux. Vas-y, Michel. Ce que je veux dire, ça dépend éminemment du mode de maturité de l'entreprise, dans quel mode elle était avant la crise. Certaines entreprises étaient déjà prêtes, leurs travailleurs pouvant faire du télétravail ou se déplacer avec leurs outils informatiques, d'autres ne l'étaient pas. Et donc sont en train de faire des progrès, ont déjà fait des progrès durant la crise pour cette mobilité et sont en train de, on va dire, serrer les derniers boulons pour faire justement les fondamentaux qu'ils ont un peu pas oubliés, mais qu'ils n'ont pas pu faire en urgence. Et donc là, pour le coup, je crois que l'écosystème en général, et on a vu un certain nombre de technologies émerger, notamment la technologie EDR, pour pouvoir intervenir à distance sur un poste de travail, puisque quand un utilisateur est chez lui, eh bien, on n'a plus de support de proximité à lui apporter, donc il faut aller virtuellement lui apporter ce support. Et ce genre de technologies sont devenues des technologies essentielles dans le parc, enfin dans l'arsenal des outils qu'on déploie sur les postes de travail, par exemple. C'est vrai aussi, notamment, et on l'a dit tout à l'heure, sur les ordinateurs, tablettes, téléphones ou tout autre moyen. Alors j'avoue que je ne suis pas franchement court me connecter depuis l'ordinateur de l'hôtel sur le réseau de l'entreprise. Enfin, chacun juge et voit quel est le risque. Et en fait, tout ça, et on l'a bien dit, la différence du set de mesures qu'on met en œuvre dépend de l'analyse de risque qu'on fait. Et c'est le premier pas, et je ne vais pas paraphraser Guillaume Poupard qui le répète à l'envi. Voilà, le directeur général de l'ANSSI qui dit commencez par une analyse de risque pour voir quels sont les risques à adresser et voir quelles sont les mesures que vous mettez en face. C'est pas parce qu'on met beaucoup de technologie qu'on aura fait de la cybersécurité, c'est parce qu'on connaît le risque, on maîtrise le parc et on met des technologies pour protéger le parc contre le risque. Alors pour compléter, parce que je pense que si on parle des fondamentaux, c'est une conformité et ça c'est non négociable. Et après, en fonction des cas d'usage particuliers, on peut faire des analyses de risque. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas faire, me semble-t-il, pas faire trop d'analyses de risque qui vont dire que finalement, il faut appliquer les fondamentaux. Non, c'est pas logique. Je veux dire. Donc il y a un moment donné, mais il le dit très bien, il y a des basiques, les fondamentaux, on est conforme et ça c'est non négociable. Il faut que définitivement on mette ça soit clair dans l'entreprise. Et en effet, ce cas-là, par exemple, de je citais, ça nécessite vraiment une analyse de risque parce qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt à le faire dans certains cas. Mais je crois que l'analyse de risque pourrait faire une table ronde à elle toute seule d'ailleurs, surtout dans le domaine cyber. Et alors, j'ai dit qu'on a parlé des EDR, il y a aussi un terme qui est beaucoup revenu pendant cette crise Covid, c'est le VPN. Alors, la question que je pose, le maillon faible de la chaîne de sécurité, c'est-à-dire que pendant longtemps, enfin un certain temps, on a juré que par le VPN, et puis on s'est aperçu que il ne se suffisait pas lui-même. Alors je ne l'ai pas cité parce que je savais que la question allait venir, mais ça fait partie des fondamentaux. Ça fait partie des fondamentaux, effectivement. Alors le fondamental, c'est pas le VPN en lui-même, parce que le VPN, c'est jamais qu'un terme technologique, Virtual Private Network. Donc on essaye de rendre un canal de communication entre le terminal et le réseau de l'entreprise privé en mettant du chiffrement. Mais on peut l'avoir quand on se connecte sur le site de sa banque, on a également du chiffrement. Donc on peut avoir différents modes de connexion sécurisée sur le réseau de l'entreprise. Le VPN permettant de ne pas avoir une connexion de surface sur une interface web,
avec comme on fait avec le HTTPS, vous savez, le petit cadenas qui dit l'interface est sécurisée, mais carrément d'accéder à beaucoup d'autres ressources dans différents modes, avec différents protocoles qui ne sont pas forcément des protocoles web. Et cette technologie de VPN est essentielle parce que c'est ça qui assure que la donnée que l'utilisateur récupère sur son poste de travail, finalement, reste intègre, confidentielle vis-à-vis de l'extérieur. On a pas mal parlé de VPN, notamment suite à des compromissions de ces fameux VPN. La plupart du temps, je dois dire que c'est lié à des mauvaises pratiques, soit de mauvaises configurations du VPN, et donc dans ces cas-là, il est assez facile, ou au moins technologiquement pas trop difficile à un agresseur d'essayer de s'insérer dans la chose ou de rejouer une session, ou alors c'était carrément des grosses bêtises des administrateurs qui avaient laissé traîner des mots de passe de compte, et donc après derrière il suffit d'utiliser la même technologie, le bon mot de passe et le bon compte pour pouvoir accéder au réseau de l'entreprise. Donc là, ces choses-là, ou d'utiliser une vulnérabilité, parce que le VPN n'est qu'un logiciel comme les autres et peut avoir des vulnérabilités. Donc ces trois cas de figure finalement sont, ça n'est pas un contre-exemple que le VPN est une bonne technologie. Le VPN est une bonne technologie, il faut être vigilant à corriger les vulnérabilités, il faut être vigilant à ce qu'il soit bien configuré, il faut être vigilant à ce que les administrateurs ne soient pas un point de faiblesse parce qu'ils auraient une négligence quelconque, et à ce moment-là, le VPN est une excellente technologie qui fait partie des fondamentaux. Voilà, donc appliquer les fondamentaux sur le VPN aussi en fait. Voilà. Le protéger et se mettre même en situation d'ailleurs, le protéger, contrôler si c'est bien protégé, et puis se poser la question s'il y a une compromission, la résilience associée, voilà, mais ça respecte ce qui est tout très à fait pratique avec le VPN, c'est qu'on peut le couper. Et oui. C'est-à-dire, si un poste de travail a un problème, on peut couper le VPN temporairement le temps de régler le problème sur le poste de travail. Donc le VPN n'est pas dépassé, comme on a pu le dire, ou on l'a entendu parfois. Voilà. Bon. C'est la manière dont on fait du VPN qui doit être augmentée, je dirais. Voilà, et c'est l'architecture globale. Moi, je pense qu'il y a les fabricants de VPN peuvent être assurés. Oui, mais il y a des gens qui font de belle croissance d'ailleurs. Certains ont fait de belle croissance pendant la crise. Oui. Je pense que si on pose la question à la salle de combien d'entreprises utilisent le VPN, on a à peu près toutes les mains qui savent. Oui. Mais je crois que d'ailleurs le Césin, qui est partenaire aussi de cette journée, avait fait un sondage sur le sujet. On en a parlé tout à l'heure et je voudrais revenir, les droits d'accès. Alors les droits d'accès, c'est quand même là aussi un fondamental, la gestion des droits d'accès. Bien sûr, bon, vous l'avez expliqué, qu'on ne fait pas n'importe quoi pour accéder aux données de l'entreprise, tu l'as rappelé Gilles. On ne fait pas n'importe quoi, mais pour le RSSI, puisque c'est une majorité de gens qui nous occupent, c'est pas tellement facile de cette gestion. D'abord parce que il y a les collaborateurs qui sont dans l'entreprise, il y a l'écosystème, donc c'est-à-dire ça peut être des prestataires extérieurs, ça peut être des stagiaires, ça peut être des clients qui ont un accès plus ou moins important. Ça, ce sont des gens qui partent, mais peut-être qu'on n'a pas coupé justement au bon moment. Enfin voilà, les droits d'accès, c'est quand même très complexe et c'est fondamental. Alors, complexe, je ne sais pas, je pense ayant beaucoup travaillé sur le sujet pendant plus d'une décennie d'ailleurs, je pense qu'en effet la gestion des accès des identités, c'est un sujet très important, qui devient d'ailleurs de plus en plus important. On pensait que ça allait être traité, mais j'ai l'impression que c'est jamais traité, et pourtant c'est un des fondamentaux, parce qu'il devient de plus en plus important, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, c'est certes gérer l'identité et les accès des employés, c'est très important. Alors quand on dit l'accès, c'est la puissance de la gestion des identités, c'est que c'est un des rares sujets en cybersécurité qui crée de la valeur tout de suite à l'utilisateur. Je lui simplifie la vie de l'accès à l'ensemble des systèmes. J'avais un DSI qui me disait, un DSI d'un très grand groupe, qui disait « La gestion des identités, c'est le service le plus important de mon système d'information, parce que le matin, c'est ce qui dit bonjour. C'est le bonjour du système d'information. » Et dire bonjour proprement à quelqu'un, c'est quand même essentiel en début de journée. C'est pas mal ça. Et donc, c'est la première chose, la première interaction qu'on a avec le système d'information. Donc l'IAM, c'est le bonjour du matin du système d'information aux employés. Alors, tu l'as très bien dit, parce qu'il y a les employés, les partenaires, les clients avec des approches où de plus en plus le client interagit et a une relation digitale avec les groupes, mais il y a aussi les objets connectés. C'est-à-dire que de plus en plus, si je prends le cas du véhicule connecté, qui est un système d'objets, on va mettre une identité à l'objet connecté, parce qu'il aura aussi des droits à gérer. Et donc c'est un sujet qui est en effet très important. Il y a aujourd'hui un très bon retour d'expérience de ce qu'il faut faire, comment on fait, etc. C'est compliqué, mais ce n'est pas complexe. C'est-à-dire qu'il y a les réponses, et on sait
on sait le traiter. Donc voilà, donc c'était un sujet qui revient évidemment à l'ordre du jour avec les nouvelles architectures. Moi, j'ai plutôt parlé de sécurité adaptative en mettant des barrières. On voit arriver de plus en plus les approches où on ne fait pas confiance à l'utilisateur. Et donc, on va rechallenger régulièrement si la personne qui est derrière le poste de travail ou qui accède est la bonne personne. Donc on revoit de plus en plus ces sujets-là. Alors justement, tu parlais, on ne fait pas confiance, bon, ça on ne va pas en parler ici parce qu'il y a une session qui suit sur le Zero Trust, mais on est dans cette réflexion. Et il y a aussi, on a remarqué, nous, aux assises de la cybersécurité, il y a de plus en plus de fournisseurs qui font de la gestion d'accès. C'est vraiment un sujet quand même qui est monté en puissance ces dernières années, quoi. Donc c'est la preuve aussi que c'est un vrai sujet. Et alors moi, je voulais revenir avec toi, Michel, parce que bon, peut-être tu veux compléter ce que vient de dire Gilles, il a envie. Et moi souvent j'entends de la part de vos pairs me disant on a un gros problème avec les administrateurs système, avec les VIP, voilà, on est obligé de parce qu'on sait certaines attaques sont venues quand même de l'IT. C'est-à-dire qu'il y avait une vulnérabilité du côté de l'IT. Donc, comment on gère tout ça Alors, je vais essayer de répondre à la première question et à la deuxième dans un même sens. Pour moi, c'est pas seulement une question d'identité et de droit d'accès, c'est une question de cycle de vie. C'est-à-dire que on a tous dans les entreprises des gens qui changent de fonction et auxquels on a du mal à débrancher les anciens droits, à mettre des nouveaux droits, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce d'hygiène à avoir en termes de cycle de vie, à la fois de l'utilisateur d'un côté et à la fois de la donnée de l'autre. Voilà, donc ça c'est la première chose. Effectivement, il y a des systèmes qui existent, et parmi les utilisateurs et leur cycle de vie, on a deux catégories particulières. Alors j'en rajouterai une troisième, mais je vais la dire poliment, les embêteurs, on va dire ceux qui veulent toujours tout et son contraire, et qui sont ni VIP, ni on va dire administrateur système, mais on a des solutions pour ça. Un administrateur système, en fait, il a au quotidien besoin d'aucun droit, pas plus qu'aucun utilisateur du réseau du système d'information. Il a besoin, dans certains cas, d'un pouvoir supplémentaire. Et ce pouvoir supplémentaire, soit on peut avoir une solution simple, on lui crée un deuxième compte, au moment où il a besoin de ce deuxième compte, il l'utilise, et il utilise au quotidien son compte normal. Deuxième chose, on a parlé tout à l'heure des systèmes de bastion, qui permettent de rebondir via le bastion. D'ailleurs, le bastion devient un outil de confiance dans le système d'information pour pouvoir aller administrer les différentes ressources, que ce soit des objets connectés, des ressources réseau, des serveurs. Donc là, on a vraiment des solutions pour les administrateurs système. Alors, c'est un peu plus lourd pour eux, parce que du coup, il y a une indirection, et ils ne font pas les choses directement comme ils le faisaient avant, mais à contrario, on peut avoir un enregistrement extrêmement précis de ce qui a été fait. Si jamais il y a une erreur qui est commise, savoir exactement à quel moment ça s'est produit, quelle était l'erreur, et donc la réparer le plus vite possible. Donc ça, c'est les administrateurs système. Et après, derrière, alors je vais mettre de côté les embêteurs, on va dire ceux qui veulent toujours tout et son contraire, parce que ceux-là, on peut leur dire non de temps en temps, et puis de temps en temps, on étudie pour voir comment on fait. Et après, il y a les VIP, qui sont une population qui est assez délicate, et je dirais que la meilleure manière de les traiter, c'est de les traiter en mode VIP. C'est-à-dire de leur dire, il n'y a pas de souci, on s'en occupe. Pas toujours répondre par la demande exacte, mais de répondre par par quelque chose qui répond aux besoins, et surtout de le faire à leur place. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin du droit de VIP, vous allez avoir un groom qui va vous accorder ce droit de VIP. Et ce groom, ou ce Apple Genius Bar, ou ce Digital, comme on l'appelle chez nous, quelque part, c'est quelque chose qui est extrêmement confortable. Le VIP arrive avec son téléphone, avec son ordinateur, en disant « je voudrais ça », et il y a quelqu'un qui est qualifié à la fois en IT pour ne pas faire de bêtises, auquel on a fait un briefing de sécurité pour les bonnes pratiques, qui donc va faire la chose correctement, qui va pouvoir rapporter qu'il y a une nouvelle chose qui est arrivée dans le système à la demande d'un VIP, on va pouvoir l'étudier et le cas échéant intervenir en mode rescue si jamais c'était une bêtise. Et donc ce mode VIP en fait est très précieux parce que les VIP ont l'impression qu'ils sont traités de manière extrêmement élevée avec une grande écoute de ce qu'on fait, et en fait ça permet quand même de s'assurer que la cohérence, l'homogénéité, ainsi de suite. C'est un service personnalisé. Voilà, tout en étant plus que sécurité, plus que augmenter les privilèges, etc. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut séparer VIP et dirigeant. Aussi. Parce que le dirigeant doit être exemplaire, et plus il se met dans le modèle, plus on peut l'utiliser dans les vecteurs de sensibilisation, de communication. Voilà, il y a un sujet d'exemplarité sur le sujet, et je partage évidemment sur le cycle de vie de l'identité, qui est lié évidemment à l'accès. Et c'est pas que tous les projets aujourd'hui nécessitent parfois de multi-technologies pour pouvoir faire cette situation, cette cycle de vie complet. Et puis c'est également très important pour analyser. C'est-à-dire qu'on a
Déjà, on peut séparer. On parlait d'isolement tout à l'heure. La gestion des actes d'identité peut très très vite isoler les aspects et les endroits où ça a été compromis. Et puis l'autre point, c'est qu'on peut faire des analyses assez intéressantes sur le comportement après coup. Le seul bémol, et ce qui rend la chose non pas compliquée mais complexe, c'est qu'une partie de cette analyse doit être faite par le métier. Parce que c'est eux les sachants pour dire un tel a le droit d'accéder à telle donnée ou pas. Et l'IT ou la sécurité ne sont pas des sachants. Et donc là, obtenir une réponse des sachants, de temps en temps, peut être compliqué. Alors, dernière question, parce que l'heure tourne, et tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de formation, de sensibilisation. Là, on revient à l'humain. Le poste de travail, c'est aussi mon poste de travail, que ce soit mon PC, ma tablette, mon téléphone. C'est quand même aussi le facteur, tu l'avais dit, enfin, je ne sais plus lequel d'entre vous avait dit, le collaborateur, c'est un peu la porte d'entrée des attaques. Oui, le collaborateur, c'est aussi celui qui peut protéger, qui va protéger, enfin, qui va aider à protéger au-delà des outils. Oui, enfin, ça peut être l'élément fort de la cybersécurité. L'utilisateur peut devenir, c'est la première barrière pour la protection. Donc il y a un grand sujet, mais là je pense que tout le monde va être d'accord, de culture du numérique et de la cybersécurité là, qui touche tout le monde. Donc dans l'entreprise, c'est prendre cette culture qui augmente globalement et l'adapter aux enjeux, en tout cas, et aux spécificités de l'entreprise. Mais là, on parle beaucoup de l'utilisateur final, mais il y a aussi tous ceux qui conçoivent et qui opèrent les nouveaux systèmes aux produits digitaux. Il y a un grand sujet sur intégrer la sécurité en amont, by design, etc. Il y a un grand sujet sur ceux qui opèrent. On a parlé des administrateurs, etc. Là, il y a un vrai sujet. Et puis la troisième population que j'identifie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les dirigeants. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aider en tout cas, il faut sensibiliser nos dirigeants à avoir une exemplarité sur le sujet, parce qu'en fait, le sujet, c'est comment je passe d'une culture de la conformité, parce qu'avec les fondamentaux, on va arriver à imposer des choses, mais à une culture de la sécurité, c'est-à-dire qui va au-delà, c'est-à-dire que les gens se protègent et alertent et préviennent quand ils voient des choses qui sont anormaux, etc. Donc c'est un chantier qui est collectif d'ailleurs. Donc en fait, le collaborateur ou le VIP, enfin ou le dirigeant comme lanceur d'alerte. Voilà, comme lanceur d'alerte, et puis comme aussi toujours sensibiliser de l'importance qu'il donne à la sécurité. Voilà, c'est aussi... Moi, j'ai l'impression, enfin, depuis que je suis chez PwC, j'ai appris qu'il fallait appuyer sur les points positifs pour faire progresser les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu et qui commence à être ancré. Et j'avoue que je suis toujours stupéfait et vraiment content et surpris quand un utilisateur remonte quelque chose qu'il a vu, qu'on n'avait pas forcément identifié comme un potentiel problème, mais que lui a vu sur le fait qu'on ait bien la bonne personne, qu'on ait bien le bon terminal, qu'on est bien au bon endroit, qu'on ait bien le droit d'accéder à tel type de données. C'est ça qui fait que, si c'est un peu compliqué au départ, derrière, les choses sont relativement transparentes. Ça renforce le confort utilisateur, et ça, c'est tous les services de cybersécurité ne vont pas dans ce sens-là. Là, on a un vrai sujet qui améliore le confort utilisateur. Donc, on a un sujet commun avec l'IT, c'est l'expérience client. Notre client, c'est l'utilisateur. L'expérience employée, Bon, ça pourrait être le sujet d'une autre table ronde, d'ailleurs. L'expérience employée. L'expérience employée. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Gilles, merci Michel. C'était vraiment très intéressant. Et merci. Puis on continue cette journée sur la cybersécurité.